de violation de cette Convention européenne des droits de l'homme s'avère en pratique finalement assez peu porteuse de succès. Alors la Convention européenne des droits de l'homme est victime de son succès, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg croule sous les requêtes qui émanent des ressortissants des différents pays qui ont signé cette convention, et tant et si bien qu'il y a des conditions de plus en plus strictes pour qu'une requête soit considérée comme recevable devant cette Cour. Alors très concrètement, pour pouvoir valablement saisir la Cour européenne des droits de l'homme, un ressortissant arménien qui se plaint d'une violation d'un de ses droits, ça peut être le droit de propriété, par exemple pour les personnes qui ont été expropriées de leur appartement dans le centre de Yerevan, doit avoir, avant de pouvoir saisir cette Cour européenne des droits de l'homme, épuisé toutes les voies de droit interne arméniennes, c'est-à-dire qu'il doit avoir saisi le tribunal de grande instance. Après avoir eu un jugement qui ne le satisfait pas, il doit avoir saisi la cour d'appel. Et après un arrêt de la cour d'appel ne le satisfaisant toujours pas, puisqu'on est dans cette éventualité-là, quelqu'un qui n'est pas content de la justice arménienne, il doit saisir la cour de cassation arménienne. Ça n'est qu'après avoir épuisé toutes ces voies de droit de recours interne qu'il aura le droit, dans un délai de 6 mois uniquement, qui est extrêmement court, à compter de la décision de la Cour de cassation arménienne, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Alors c'est pas propre aux Arméniens. Après la Cour de cassation? Après la Cour de cassation, donc c'est valable pour... Oui, mais enfin c'est... mais tout ça pour en arriver à une réalité. En 2014, il y a eu 1040 demandes, requêtes qui ont été faites par des citoyens arméniens auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Et sur ces 1040 requêtes, seules 4 d'entre elles ont été considérées comme recevables. C'est-à-dire qu'elles répondaient, 4 d'entre elles répondaient aux conditions que j'ai très succinctement évoquées. Et quand on dit qu'il y en a 4 qui sont recevables, ça veut dire qu'il y en a 4 qui peuvent être examinés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont obtenir gain de cause. Alors tout ce détour pour vous dire que, en définitive, contrairement aux espérances que certains avaient pu mettre dans le fait que les citoyens arméniens pourraient saisir la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, eh bien tout ça est de nul effet quant au changement des pratiques du pouvoir arménien. Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas éventuellement le fait d'être condamné une fois par an par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg qui va donner le sentiment aux autorités arméniennes qu'il faut absolument changer leurs pratiques. Alors, prenons un exemple concret, une affaire de personnes qui ont été expropriées et qui se sont retrouvées donc chassées de leur logement en plein centre de Yerevan, notamment pour édifier cette fameuse avenue du Nord, à l'issue d'une procédure qui dure plusieurs années. La Cour européenne des droits de l'homme considère qu'effectivement il y a eu une violation de leurs droits et leur octroie, condamne l'Arménie à leur régler 34 000 € pour les avoir expropriés de manière illégale. Donc tout ça, vous comprenez bien que c'est absolument pas de nature à changer les pratiques arméniennes. Donc la conclusion de mon propos, c'est que en ce qui concerne les pratiques judiciaires, le changement à attendre, il ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a aucune pression extérieure sous la forme de la pédagogie des condamnations de l'Arménie par la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, qui pourrait être de nature à nous donner une solution pour un changement. Donc le changement, il doit être interne. Alors je dois dire qu'il y a de très bons avocats en Arménie, une jeune génération, qui justement a grandi avec la maîtrise de cette Convention européenne des droits de l'homme. Mais le problème, c'est que pour que le droit soit appliqué, ça ne suffit pas qu'il y ait des bons avocats qui présentent d'une manière rigoureuse les arguments de leurs clients. Faut-il encore qu'en face, il y ait des juges qui écoutent les arguments, qui soient véritablement indépendants et qui rendent des décisions en pleine conscience, de manière souveraine. Or, il n'y a pas ça aujourd'hui, malheureusement, en Arménie.
Voilà, alors j'ai quasiment terminé mon propos, mon intervention, en disant que quand il y a des velléités d'indépendance de la part des juges, ils sont très rapidement rappelés à l'ordre, soit sanctionnés, soit buqués, et que c'est une vraie difficulté. On a les avocats, on a les lois. Maintenant, il faudrait qu'on ait les juges qui fassent vraiment leur travail en pleine indépendance. Je vous remercie de votre attention. Laurent, ton sentiment par rapport à ce qui se dit, les événements récents, la situation actuelle et les enjeux pour toi. Merci Ida, merci Chante de m'avoir invité également. Je voudrais donc, j'ai été invité pour donner mon opinion là-dessus, mais je voudrais dire tout d'abord que c'est un point de vue de néophyte et donc, comme l'a dit Ida tout à l'heure, un point de vue dans lequel s'exprimeront surtout des questions ou des interrogations plus que des réponses. Bien évidemment, les événements qui nous ont été montrés sont intolérables. On a également été informé, comme toute personne qui s'intéresse à l'actualité arménienne, des luttes entre Serge Sarkissian et Gagik Tsarukyan et de la manière dont ils ont été réglés. Bien sûr, tout ça n'est pas normal, n'est pas tolérable, et on connaît la conséquence, enfin, on sait que tout ça s'inscrit dans un cadre plus global. Alors, quand je disais que ça s'inscrit dans un cadre plus global, on connaît ce cadre, on sait qu'il existe un système de corruption pyramidale en Arménie, on sait que la presse s'autocensure, on sait, comme l'a rappelé Maître Aslanian, qu'il existe une grande partie de la population qui fuit le pays, et bon, etc., etc. Et puis, j'ai le sentiment personnel qu'il y a aussi une baisse progressive de la qualité du personnel politique, en tout cas de ceux qui sont connus. Par exemple, à l'époque de Levon Ter-Petrosyan, j'étais assez opposé aux lignes politiques adoptées par Levon Ter-Petrosyan, je le suis toujours, mais il y avait, semble-t-il, une certaine réflexion et surtout une certaine qualité de la personne en termes de niveau intellectuel, et j'ai le sentiment que progressivement ça se dégrade et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Majoritairement, me semble-t-il, des ressortissants d'Arménie ici. Je voudrais donner un point de vue français. Tout ça est vrai, bien sûr, il ne s'agit ni de le nier, ni de le minimiser, mais quand même, l'Arménie, quand on regarde le voisinage autour, c'est plutôt mieux. Et je voudrais dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre et vous choquer. Si je me mets 10 ans en arrière, le sentiment que j'avais sur l'Arménie reste à peu près le même. Et quand je compare à mon sentiment sur la France, j'ai l'impression que ça s'est plus dégradé en France, parce qu'il y a le même type de symptômes en France. Alors bien sûr, la France part de beaucoup plus haut, c'est un pays beaucoup plus grand, les phénomènes sont donc moins critiques. Mais ce n'est pas cette dégradation progressive de la situation, je ne crois pas qu'elle soit spécifique à l'Arménie. On ne voit pas de changement de pouvoir à travers les mécanismes démocratiques, les changements de pratiques politiques, et vu de diaspora, on craint que toute révolution débouche sur quelque chose de pire. Vous avez vu, vous savez, tout comme moi, que ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Ukraine, et à chaque fois, le problème de ces révolutions, c'est qu'elles s'inscrivent dans un cadre de rapport de force international. Elles sont toujours instrumentalisées, et ça aboutit soit à la guerre, comme en Syrie, soit à la dictature militaire, comme en Égypte, soit à des clans qui se battent, comme en Libye, soit à une partition du territoire, comme en Géorgie et en Ukraine. Et donc, la vraie question, c'est comment changer en évitant le pire. Et la fenêtre est mince. Je voudrais poser quelques questions à M. Choukassian là-dessus. Donc, je rappelle que à la fin des années 90, enfin à la fin des années 80, les années 90, la question qui se posait, c'était l'union du Karabakh à l'Arménie. Et donc, il n'y avait même pas de question d'indépendance pour l'Artsakh. Donc, il rappelle le nombre de morts, le nombre de blessés, le nombre de familles qui sont restées sans protection. Donc, on a payé très cher
la victoire du Rajapaksa, et c'est en grande partie grâce à ces pertes que nous avons eues que nous avons assuré la libération du Rajapaksa. D'abord la victoire, ensuite l'esprit de la victoire, c'est-à-dire l'esprit d'avoir vaincu. Et la troisième, c'est l'armée arménienne. L'armée arménienne est un acquis inespéré et qui reste encore aujourd'hui une vraie valeur, c'est-à-dire un vrai plus, une vraie valeur pour la nation arménienne, qui n'est pas de la même nature décorative que les institutions dont on parle en Arménie. Donc on est en train de parler des plus. Et les plus, un des plus importants, c'est aussi cette jeunesse arménienne qui est née en dehors du régime soviétique, c'est-à-dire qui n'a pas subi l'esprit du régime soviétique et qui est débarrassée de cet esprit-là. En dehors de ça, de ces 4 points, toutes les décisions qui ont été prises pour la construction de l'État arménien sont vides, sont nulles, néfastes, et qui ne servent pas véritablement la population. Donc c'est comme une société qui fait faillite. Et quand il y a une société qui fait faillite, il y a 2 solutions. Soit on liquide la société, donc il y a une liquidation de la société, soit on réforme. Et toute la question est de savoir comment reformater cet État arménien. Donc il y a une question aujourd'hui de génération, la nouvelle génération politique en Arménie qui est différente. La nouvelle génération est différente des générations précédentes. Donc je ne suis pas d'accord pour dire que la situation de l'Arménie est meilleure que celle des pays voisins. Donc je ne suis pas d'accord pour dire, avec Laurent, pour dire que la situation en Arménie est meilleure que les pays voisins. Notamment la question de l'économie, par exemple. L'économie en Arménie n'est pas meilleure que l'économie de la Géorgie aujourd'hui. L'Azerbaïdjan, on ne peut même pas comparer les 2 situations. Les territoires en Géorgie avaient déjà été perdus avant la Révolution et en contrepartie de ces territoires, la Géorgie a obtenu 10 milliards de dollars. En revanche, les 2 territoires, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, avaient déjà été perdus. Cependant, il y avait le risque de perdre aussi l'Abkhazie et l'Adjarie, et la Géorgie a récupéré l'Adjarie. Un autre point sur lequel je ne suis pas d'accord avec ce qui a été affirmé, c'est cette idée que c'est un nouveau pays, c'est un pays qui vient d'être créé, enfin un État qui vient d'être créé, et qu'on peut lui pardonner les choses. Donc il rappelle un conte arménien qui s'appelle Zanki Zelenki, qui raconte que dans une famille, il y a un nouveau-né, et on alimente ce nouveau-né, on alimente, et tout à coup on se rend compte que ce n'est pas un enfant normal, que c'est un monstre. Et donc le monstre, il se lève et il commence à manger les membres de la famille. Il dit donc on se trouve un peu dans cette situation où on aide l'Arménie et l'État que nous sommes en train de soutenir se retourne contre les membres de cette. Pendant l'opposition entre Galit Tsaghokian et le président Sarkisian, le numéro 2 du parti républicain a dit quelque chose comme ça. Il a dit que nous avons laissé développer un démon ou un monstre en notre sein. Ce que nous devons faire, c'est une chimiothérapie pour tuer la tumeur que nous avons développée. Donc la traduction et l'explication de texte, c'est que le pouvoir arménien aujourd'hui est en train d'essayer d'enlever toute résistance, tout sentiment d'opposition et de résistance dans la population, et que nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation très exceptionnelle. Nous sommes devant une situation exceptionnelle en Arménie. Les révolutions dans les pays cités tout à l'heure sont vues de 2 manières différentes, peuvent être considérées de 2 manières différentes. Par l'Occident, l'Occident les considère comme
des révolutions libérales, démocratiques, et les Russes, donc vus d'en haut, du Nord, les Russes le voient comme un complot de l'Occident pour étendre le pouvoir de l'Occident, c'est-à-dire notamment des États-Unis, accessoirement de l'Europe, vers ces pays-là. Donc, si nous parlons aujourd'hui à la veille du centenaire du génocide, nous parlons encore du génocide, et le génocide, c'était la Première Guerre mondiale, c'est à la faveur de la Première Guerre mondiale qu'elle a été commis, et cette première guerre, à la suite de cette Première Guerre mondiale, il y a eu redistribution des cartes, c'est-à-dire qu'on a dessiné des frontières artificielles. Même la frontière d'aujourd'hui, de l'Arménie d'aujourd'hui, est une frontière artificielle. Les frontières de l'Artsakh, du Rarapakh, est une frontière artificielle aussi. Ce qui caractérise tous ces pays dans lesquels il y a eu toutes ces révolutions, ce sont des divisions ethno-religieuses, c'est-à-dire ce sont des pays où il y a une multitude de religions, une multitude d'ethnies, et c'est ce qui rend possible donc par rapport à ces pays, la carte, enfin l'atout principal de l'Arménie, c'est qu'il n'y a pas ces divisions en Arménie. Nous sommes aujourd'hui devant une question existentielle, c'est-à-dire nous avons un problème existentiel à résoudre aujourd'hui. Il est question de la disparition, mais si nous avons peur de remettre en cause le système gangréné de l'Arménie, dit Kinshuk-Assosian, c'est que nous avons un enjeu beaucoup plus important qui se pointe devant nous, c'est la disparition pure et simple de l'Arménie, de notre pays, de l'État. Dans ces pays où il y a eu ces révolutions, la question s'est posée de la nature du pouvoir qui doit exister dans ces pays. Est-ce que c'est un pouvoir oligarchique ou est-ce que c'est un pouvoir religieux qui s'est installé? Donc nous, on a la question de l'oligarchie qui se pose. Si l'oligarchie procède, enfin, imagine qu'elle va assainir la population, ce qui est en fait une autoliquidation pour nous, qu'elle va assainir en faisant de la chimiothérapie la population, nous considérons cette oligarchie comme une gangrène et qu'il faut couper, dont il faut se débarrasser le peuple. Je voudrais poser deux questions à Garekin, et en particulier je retiens ce qu'il a dit sur les 4 acquis finalement de l'indépendance de l'Arménie, et en particulier sur le fait qu'il existe une armée qui n'est pas une institution décorative, et qui est une vraie institution respectée et pour l'instant assez apolitique, qui ne rentre pas dans le jeu politique. Donc 2 questions. Ici, nous avons le sentiment, enfin moi j'ai le sentiment, en tout cas moi j'ai le sentiment que si l'Arménie veut faire une révolution, si les Arméniens veulent faire une révolution en s'écartant de la Russie, c'est un sentiment très partagé en diaspora, la Russie leur fera subir le sort qu'elle a fait subir à la Géorgie et maintenant à l'Ukraine. Il faudrait peut-être donc dissocier la question de l'alignement géostratégique de la question socio-économique du pays. Et donc j'ai une question à ce sujet, c'est est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que des mouvements comme le Pré-Parlement peuvent trouver en Russie même des interlocuteurs? Je ne parle pas, bien évidemment je ne parle plus de Boris Nemtsov qui est mort, mais ni même des opposants marginalisés. Je parle de gens qui, autour de Poutine, ici en Occident, on a tendance à voir le pouvoir russe comme monolithique. Il y a Poutine et rien d'autre. On sait que ce n'est pas vrai. On sait qu'il existe tout un jeu de force autour de la présidence russe. Est-ce que parmi ces gens proches du pouvoir, il y aurait des interlocuteurs prêts à discuter d'une autre réalité socio-économique en Arménie, pourvu que soit préservé l'alignement stratégique avec la Russie? L'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à la suite de la guerre du Rarapakh, a permis à l'Arménie de vivre une vingtaine d'années dans le calme et la paix relative. Mais il faut être conscient du fait que cet accord, ce cessez-le-feu,
était accordé à l'Arménie avec un certain nombre de mines qui pouvaient exploser, y compris par exemple les conditions de la paix relative, les conditions du cessez-le-feu, qui faisaient qu'aujourd'hui, à n'importe quel moment, la guerre peut reprendre et l'Arménie pourrait être victime d'une agression de la part de l'Azerbaïdjan. Et donc ce cessez-le-feu, l'accord a été imposé à l'Arménie, donc, puisque la Russie était l'intermédiaire, par la Russie. Au moment du cessez-le-feu, il y avait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien précisées et auxquelles on n'a pas accordé de l'importance, y compris sur le statut du Rarapar. On a imposé à l'Arménie de reconnaître de la séparation des deux républiques, c'est-à-dire une Arménie indépendante et un Artsakh, une république du Rarapar indépendante. Et on a imposé à l'Arménie de ne pas reconnaître. Donc jusqu'ici, l'Arménie n'a pas reconnu le Rarapar. La question aujourd'hui est que ce qui a été négligé à l'époque du cessez-le-feu à la suite de la guerre du Rarapar peut nous exploser à la figure dans les conditions actuelles. Nous vivons aujourd'hui dans une période d'instabilité généralisée dans le monde entier. Et les garanties qui ont été données, notamment par exemple dans le cas de l'Ukraine, les garanties données par les superpuissances ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, chacun est livré à soi-même. Si le pays en question peut défendre son territoire, aujourd'hui, c'est la seule sécurité, c'est la seule garantie qu'elle puisse avoir. Il n'y a plus de garantie internationale qui fonctionne. Donc l'Arménie ne peut se fier qu'à sa puissance, qu'à son armée, et si on devait se livrer à quelques pays étrangers qui donneraient des garanties à l'Arménie, nous avons vu dans l'histoire récente combien de fois nous avons été vendus et rachetés par des puissances étrangères. Je ne dis pas qu'il faut détériorer les relations avec la Russie, je ne dis pas qu'il faut cesser les relations avec la Russie, ce que je dis c'est qu'il faut recalculer, c'est-à-dire il faut reconsidérer les relations et renégocier les relations avec la Russie, dans la mesure où aujourd'hui notre allié principal, notre allié stratégique principal vend pour 4 milliards de dollars en 2014 seulement à l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire notre ennemi.